les faire-part de naissance royale les annonçaient morts en 1940. Mais le lion de Nerissa et Catherine Bose, cousin germain de la reine Elisabeth II, respirait, mangeait et était désespérément seul dans un hôpital psychiatrique ce matin-là. Vous pensez probablement que les naissances royales sont synonymes de célébration, de privilèges et d'une vie de luxe. Mais pour des centaines d'enfants royaux à travers l'Europe, naître avec un handicap signifiait quelque chose de bien plus sinistre, une disparition complète de l'existence alors que leur cœur battait encore. Il ne s'agissait pas de parents éloignés ni d'ancêtres oubliés. Il s'agissait de frères et sœurs de rois, d'enfants d'empereurs et de cousins germains de monarques actuels qui ont passé 60 ans ou plus abandonnés dans des institutions, à regarder leur famille à la télévision alors que le monde les croyait morts. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est une conspiration systématique qui s'est étendue du palais de Buckingham aux cours prussiennes, des résidences présidentielles françaises aux monastères autrichiens, révélant comment les familles les plus puissantes de l'histoire ont fait disparaître leurs propres enfants. Réfléchissez un instant. Comment une famille royale entière peut-elle convaincre le monde que des enfants vivants sont morts? Pourquoi des médecins, pourtant sûrs de ne pas nuire, falsifieraient-ils des certificats de décès pour des enfants en bonne santé? Et voici le plus troublant, certains de ces membres de la famille royale effacés pourraient encore être en vie aujourd'hui, regardant des documentaires Netflix sur leur propre famille depuis les salles communes des institutions. On n'apprend pas cela en cours d'histoire, car ce n'est pas de l'histoire ancienne. Cette pratique s'est perpétuée jusque dans les années 1980, avec des victimes qui ont survécu aux réseaux sociaux et aux smartphones, tandis que leur propre famille prétendait qu'elle n'avait jamais existé. J'ai passé des mois à fouiller des archives supprimées, à interroger des historiens menacés de poursuites judiciaires et à découvrir des documents que les familles royales tentaient désespérément de détruire. Ce que j'ai découvert va au-delà de la honte familiale individuelle. Il s'agissait d'un réseau international d'institutions, de médecins et d'ordres religieux spécialement conçus pour faire disparaître les membres imparfaits de la famille royale. Nous allons exposer 8 méthodes différentes utilisées par ces familles, des faux certificats de décès aux prisons monastiques, des appartements en sous-sol de palais aux tombes anonymes que les archéologues découvrent seulement aujourd'hui. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Toutes les grandes familles royales d'Europe ont participé à cette pratique, les Britanniques, les Prussiens, les Espagnols, les Autrichiens, et même les Scandinaves, soi-disant éclairés. Il ne s'agissait pas de l'imitation médicale ou d'un manque de structure de soins. Ces familles disposaient de ressources illimitées. Il s'agissait de pureté de la lignée, de droit de succession et de la terreur du jugement public. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce célèbre mariage royal auquel vous avez assisté comportait peut-être des sièges vides qui auraient dû l'être. Pourquoi certains arbres généalogiques royaux présentent des lacunes suspectes et pourquoi certains des dirigeants européens les plus célèbres ont secrètement visité des institutions sous de faux noms pendant des décennies. Mais c'est là que la cruauté royale devient personnelle. Il ne s'agissait pas de parents éloignés. Il s'agissait de cousins germains de l'actuelle reine d'Angleterre, partageant les mêmes grands-parents que celle qui porterait la couronne. L'histoire du lion de Nerissa et Catherine Bose bouleverse toutes les idées reçues sur les valeurs de la famille royale et l'honneur de la haute société britannique. Imaginez. Nous sommes en 1941. Les bombes pleuvent sur Londres. Et tandis que la famille royale est célébrée pour être restée dans la ville pendant le Blitz, 2 jeunes femmes de 22 et 15 ans sont discrètement emmenées dans une voiture au cœur de la nuit. Nerissa et Catherine Bose Lyon, nièces de la reine-mère, n'ont pas été évacués pour leur sécurité. Ils étaient en voie d'effacement. Leur destination, l'hôpital Royal Earwood dans le Surrey, une immense institution victorienne où ils passeraient le reste de leur vie, oubliés par la famille qui les y avait placés. Voici ce qui rend cette trahison particulièrement écœurante, leur mère, Fenella Bose Lyon, ne les a pas simplement abandonnés. Elle est allée plus loin. Dans le Périage de Burke, la Bible généalogique de la noblesse britannique, elle a déclaré que ses 2 filles étaient décédées en 1940. Imaginez un tel niveau de calcul. Ce n'était pas une décision prise sous le coup de la panique ni un moment de honte. C'était une hérésie systématique, accompagnée de faux documents. Tandis qu'elle assistait à des soirées mondaines et à des rassemblements royaux, tandis qu'elle souriait sur les photos de famille au château de Windsor, ses filles étaient vivantes à seulement 48 km de là,
passant leur journée dans une salle surpeuplée, à la peinture écaillée et aux fenêtres grillagées. Mais attendez, il y a pire. Narissa et Catherine. Ils n'étaient pas les seuls à être abandonnés. 3 de leurs cousines, Idana, Rosemary et Etheldred Féin, ont également été déclarées mortes lors de leur placement en institution. 5 jeunes femmes de la même famille aristocratique, toutes atteintes de troubles du développement, ont été effacées par le même mensonge. Les dossiers de l'hôpital, que j'ai consultés, montrent qu'elles ont été admises le même jour, ce qui suggère qu'il s'agissait d'une solution coordonnée aux embarras familiaux. Les conditions de vie à Royal Earthwood horrifieraient le public moderne. Construit en 1855, il était conçu pour 500 patients, mais il en abritait plus de 1000 dans les années 1960. Narissa et Catherine passaient leur journée dans un vaste dortoir avec 40 autres femmes. Leur seul bien était une petite table de chevet et une chaise. Aucune visite familiale n'a été enregistrée, pas une seule en plus de 40 ans. Pas de carte d'anniversaire, pas de cadeau de Noël, pas de reconnaissance de leur existence. Le personnel interrogé des années plus tard se souvenait que les sœurs s'extasiaient lorsque la famille royale apparaissait à la télévision, pointant l'écran du doigt et émettant des sons de reconnaissance. Imaginez reconnaître votre propre famille à la télévision tout en sachant qu'elle a annoncé votre mort au monde entier. Le plus étrange, c'est que la famille Bose-Lyon était immensément riche. Elle possédait de nombreux domaines, des armées de domestiques et aurait pu facilement fournir des soins privés. Le coût de l'entretien de Nerissa et Catherine à Royal Earthwood était de 5 livres sterling par semaine, une bagatelle pour une famille possédant des châteaux. Ce n'était pas une question d'argent ou de ressources. C'était une question de honte, de protection de l'image de perfection génétique de la lignée royale. À la mort de Narissa en 1986, l'hôpital dut l'enterrer dans une tombe de Porpa, car la famille refusait de réclamer son corps. Sa pierre tombale était une plaque en plastique avec un numéro de série, sans nom ni date, juste un numéro, comme si elle faisait partie d'un inventaire destiné à être éliminé. Un employé de l'hôpital, bouleversé par cette ultime indignité, a fini par payer de sa poche une pierre tombale digne de ce nom. La famille, dont les demeures étaient remplies de portraits ancestraux, ne pouvait se permettre de payer une pierre tombale pour sa propre fille. C'est là que les parallèles modernes rendent la situation encore plus troublante. Imaginez si le prince William annonçait demain le décès du prince Louis. Puis, en 1960, on découvrit Louisie vivante dans un établissement de soins, après avoir passé 40 ans à regarder le couronnement de son père à la télévision depuis la salle commune d'un hôpital. Ce scandale allait détruire la monarchie. Pourtant, c'est exactement ce qui arriva à Nerissa et Catherine. Et lorsque les journalistes révélèrent enfin la vérité en 1987, la famille royale resta muette. La découverte a eu lieu lorsqu'un documentariste enquêtant sur les conditions de vie au Royal Earthwood a remarqué 2 patients qui semblaient particulièrement intéressés par la couverture télévisée de la royauté. En vérifiant les dossiers et en les recoupant avec le périage de Burke, ils ont découvert le mensonge. L'explosion médiatique qui en a résulté a contraint le palais à reconnaître l'existence de la sœur, mais malgré cela, ils ont gardé une distance émotionnelle. La reine-mère, leur tante, a affirmé n'avoir eu aucune idée de leur survie, une affirmation qui nuit à la crédibilité de l'histoire, sa propre sœur étant responsable des fausses informations sur leur décès. Catherine a survécu jusqu'en 2014, vivant le mariage de William et Kate, la naissance du prince George et d'innombrables célébrations royales qui ont dominé les médias britanniques. Des membres du personnel rapportent qu'elle s'animait lors des cérémonies royales, émettant des sons et des gestes suggérant sa reconnaissance. Elle est décédée à l'âge de 88 ans, après avoir passé 73 ans en institution. Son existence a été niée par la famille même qu'elle regardait célébrer sa lignée à la télévision. L'affaire Bose-Lyon a révélé un schéma qui n'était que la partie émergée d'un iceberg bien sombre. Si les cousins de la famille royale britannique ont pu être effacés aussi complètement, qu'en est-il des autres maisons royales d'Europe? En tirant sur ses fils, les enquêteurs ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie britannique. Il s'agissait d'une véritable épidémie continentale de cruauté aristocratique. Mais les sœurs Lyon-Bose n'étaient pas uniques. Ce modèle d'érasie s'est répandu dans tous les palais royaux d'Europe,
et certaines familles ont pris des mesures encore plus extrêmes pour dissimuler leurs secrets honteux. Tandis que les membres de la famille royale britannique exilaient leurs parents imparfaits, les Prussiens ont tenté une approche différente, sans doute plus cruelle. Ils transformèrent un palais entier en une prison de luxe pour une princesse oubliée. La princesse Alexandrine de Prusse naquit en 1915 dans l'une des familles royales les plus militaristes d'Europe, où la perfection n'était pas seulement attendue, mais exigée. Son père, le prince héritier Guillaume, héritier de l'Empire allemand, était un homme qui mesurait sa valeur à son allure militaire et à son potentiel dynastique. Lorsque la petite Alexandrin est née avec les caractéristiques distinctives de la trisomie 21, la famille a dû faire face à une crise qui allait définir toute son existence. Mais au lieu d'un placement en institution, ils ont opté pour une solution qui semble presque clémente jusqu'à ce qu'on en comprenne toutes les implications, un isolement complet dans les murs d'un palais. Le palais Sicilianov, cette magnifique demeure de style Tudor anglais à Potsdam, est devenu l'univers d'Alexandrin. Si les touristes admirent aujourd'hui ses 176 pièces et ses magnifiques jardins où la conférence de Potsdam a partagé l'Europe d'après-guerre, ils ignorent que pendant 65 ans, une aile a conservé un secret royal. Alexandrin y a vécu de sa naissance à sa mort, n'apparaissant jamais sur une photo officielle, n'assistant jamais à une seule cérémonie officielle et n'étant jamais mentionné dans aucune annonce royale. La dissimulation d'une princesse à la vue de tous exigeait une coordination extraordinaire. Les domestiques signaient des contrats spéciaux comportant des clauses de silence qui les menaçaient non seulement de licenciement, mais aussi de poursuites judiciaires pour avoir évoqué des affaires familiales privées. Lorsque des photographes officiels venaient prendre des portraits de la famille royale, Alexandrin était transféré dans des pièces éloignées. Lors des visites d'État et des grandes fêtes qui remplissaient le Sicilianov de centaines d'invités, elle restait confinée dans ses appartements, écoutant les rires et la musique à travers des murs qui auraient pu être des barreaux de prison. Voici ce qui rend la situation particulièrement étrange. Ses 6 frères et sœurs menaient une vie royale normale dans le même bâtiment. Les princes Guillaume, Louis-Ferdinand, Hubert et Frédéric jouaient dans les mêmes jardins où Alexandrin était autorisé à se promener, uniquement aux heures prévues, hors de la présence des visiteurs. Ses frères fréquentaient les écoles militaires, se mariaient et menaient des carrières publiques. Sa sœur cadette, Cécile. Elle devint une beauté célébrée dans la société internationale. Pendant ce temps, Alexandrin existait sous la forme de ce qu'un ancien domestique appelait le fantôme de Sicilianov. Tout le monde savait qu'elle était là, mais personne n'avait le droit de le reconnaître. La logistique quotidienne de son Erasia était méthodique. Des repas séparés lui garantissaient de ne jamais manger avec la famille en présence d'invités. Ses vêtements étaient confectionnés par une couturière dévouée et tenus au secret, jamais par les créateurs de mode qui habillaient sa sœur. Lorsque la famille voyageait, ce qui était fréquent, Alexandrian restait sur place avec un personnel réduit, parfois pendant des mois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la famille a fui l'avancée des forces soviétiques, les archives suggèrent qu'Alexandrin a été déplacé séparément, voyageant de nuit pour éviter toute rencontre fortuite. Un ancien employé du palais, interrogé dans les années 1990 sous couvert d'anonymat, a décrit des scènes déchirantes. Alexandrin se tenait à sa fenêtre et regardait ses frères et sœurs jouer au tennis sur les cours du palais, interdit de participation. Lors des fêtes de famille, elle entendait les festivités, mais restait isolée dans son aile. L'employé se souvient l'avoir trouvée un jour assise seule dans la chapelle, après s'être faufilée après un mariage familial auquel elle n'avait pas été autorisée à assister, en train de toucher les fleurs et les décorations restantes. Mais le plus cruel était peut-être qu'Alexandrie comprenait parfaitement sa situation. Contrairement aux sœurs Bose-Léon qui se soutenaient mutuellement dans l'institution, Alexandrie vivait son isolement en pleine conscience. Les domestiques rapportaient qu'elle demandait souvent pourquoi elle ne pouvait pas participer aux repas de famille ou pourquoi on ne la prenait jamais en photo. La réponse habituelle, inculquée à tout le personnel, était qu'elle était fragile et nécessitait des soins particuliers. Des euphémismes qui ne dupaient personne, et encore moins Alexandrian elle-même. L'obsession prussienne pour la perfection génétique était profonde. Le prince héritier Guillaume, bien que père d'Alexandrian, n'a jamais publiquement reconnu son existence. Dans ses mémoires, publiées en 1954, il mentionne ses 6 enfants,
omettant soigneusement Alexandrian. Lorsque les historiens ont par la suite constaté cette omission, la famille a prétendu qu'il s'agissait de protéger sa vie privée, une excuse ridicule pour quelqu'un qui n'avait aucune existence publique à protéger. Les documents financiers découverts après la réunification allemande révèlent le coût exorbitant de cette tromperie. Alexandrine disposait de son propre budget familial, d'une paie distincte pour le personnel et même d'un service d'entretien dédié pour son aile du palais. La famille dépensait plus pour la cacher que la plupart des Allemands ne gagnaient en une vie, tout cela pour entretenir la fiction selon laquelle la lignée royale prussienne ne produisait que des spécimens parfaits. C'est là que le contexte moderne rend la chose encore plus troublante. Imaginez si le prince Harry et Meghan avaient un enfant handicapé et décidaient de le cacher à Frogmore Cottage, sans jamais le photographier, sans jamais en parler, tout en élevant leurs autres enfants sous les yeux du public. Ce scandale mettrait fin à la monarchie du jour au lendemain. Pourtant, les Hohenzollern ont fait exactement cela pendant 65 ans, et cela n'a été révélé qu'après la mort d'Alexandrian en 1980. À sa mort, la famille s'est retrouvée face à un dilemme. Comment annoncer le décès de quelqu'un dont on n'a jamais reconnu l'existence? La solution était généralement calculée. Des funérailles privées en petit comité, avec seulement la famille proche, sans annonce publique, et l'inhumation dans une partie du caveau familial inaccessible aux touristes. Sa pierre tombale ne porte que son nom et des dates, aucun titre, aucune mention de son statut royal. La vérité sur Alexandrian n'a été révélée qu'après la réunification allemande, lorsque les historiens ont eu accès à des archives jusque-là scellées. Ils ont découvert un système complet d'hérésie, des arbres généalogiques modifiés, des collections de photographies falsifiées où Alexandrian avait été littéralement découpé, et des correspondances entre membres de la famille ne la désignant que comme une ou la situation. Une lettre particulièrement glaçante du prince héritier Guillaume à son épouse évoque les dispositions prises pour un portrait de famille, précisant que le photographe doit être éloigné des fenêtres de l'Alais, les appartements d'Alexandrie. D'anciens domestiques, enfin libres de parler dans les années 1990, ont dressé le portrait d'une femme ayant vécu toute sa vie dans un emprisonnement luxueux. Elle avait de belles chambres remplies de jouets pour lesquels elle était trop vieille, de vêtements qu'elle n'avait nulle part où se mettre et de livres sur un monde qu'elle ne verrait jamais. Une vieille servante se souvenait du 60e anniversaire d'Alexandrian, célébré seul avec ses domestiques pendant que ses frères et sœurs survivants assistaient à une cérémonie publique à Berlin, leur sœur handicapée aussi invisible qu'à sa naissance. La solution prussienne, cachée au grand jour, pouvait paraître plus humaine que l'institutionnalisation. Mais était-ce vraiment le cas? Au moins, les sœurs Bose avaient des relations mutuelles et d'autres patients. Alexandrin n'avait que des domestiques rémunérés et les salles sonores d'un palais qui étaient à la fois sa maison et sa prison. Elle est morte sans jamais être allée à l'école, sans avoir eu d'amis de son âge, sans avoir rien vécu au-delà des murs du Sicilianov. Mais même lorsque les parents royaux prétendaient aimer leurs enfants handicapés, la honte dictait leur choix, comme l'un des plus grands dirigeants français allait le prouver avec sa propre fille. Charles de Gaulle pouvait affronter Hitler, mais il ne pouvait affronter le public avec sa fille handicapée. L'homme qui incarna la résistance française, qui résista inflexiblement à l'occupation nazie, qui plus tard affronta sans broncher les tentatives d'assassinat, ce titan de l'histoire du XXe siècle, cacha son plus jeune enfant au monde comme un secret honteux. Et Gaulle naquit le jour de l'an 1928 à Trier, en Allemagne, où son père était officier. L'accouchement fut difficile et la petite Anne reçut immédiatement un diagnostic de trisomie 21. Pour un homme qui allait plus tard écrire abondamment sur l'honneur, le devoir et le caractère national, ce moment créa une contradiction qu'il ne parviendrait jamais à résoudre complètement. Charles de Gaulle, futur sauveur de la France, faisait le même choix que les membres de la famille royale qu'il méprisait, en dissimulant son enfant imparfait au public. Ce qui rend le cas de de Gaulle particulièrement complexe, c'est la preuve documentée de son amour sincère pour Anne. Contrairement à l'abandon glacial des sœurs Lionne de Bose ou à l'isolement d'Alexandrian, les lettres privées de Gaulle révèlent un père tourmenté par une profonde affection se heurtant à une onde plus profonde. Il écrivait à sa femme Yvonne, « Elle est ma joie et mon chagrin. Nos épreuves, envoyées par Dieu. » Pourtant, cet homme qui écrivait avec tant d'éloquence sur le courage n'avait pas le courage de pousser le fauteuil roulant d'Anne en public.
La famille développa un système de dissimulation élaboré. Lorsque de Gaulle fut promu et que la famille accéda à des postes plus importants, Anne voyagea séparément avec sa mère, arrivant après la tombée de la nuit. Durant les années de désarroi politique des années 1930, où de Gaulle reçut chez lui des responsables militaires et des hommes politiques pour discuter de ses théories controversées sur la défense, Anne fut hébergée dans des chambres à l'étage avec une infirmière dédiée. Son existence fut soigneusement dissimulée aux visiteurs susceptibles de compromettre la carrière de son père. L'hypocrisie devient stupéfiante lorsqu'on considère la personnalité publique de Gaulle. Cet homme ne cessait de parler de la civilisation française, de la noblesse de la souffrance et de l'importance d'affronter la vérité avec courage. En 1940, il fit sa célèbre émission radiophonique déclarant que la France avait perdu une bataille, mais pas la guerre. Pourtant, il avait déjà perdu une bataille plus personnelle contre les préjugés sociaux. Tandis qu'il mobilisait les Français pour résister au concept nazi de supériorité génétique, sa propre fille resta cachée, car elle ne répondait pas aux critères sociaux d'acceptabilité génétique. Pendant les années de guerre à Londres, tandis que de Gaulle construisait la France libre à partir de rien, Anne resta à la campagne avec Yvonne. Les archives officielles de la France libre mentionnent la famille de Gaulle comme épouse et 2 enfants. L'existence d'Anne a même été effacée des documents de la Résistance. Lorsque les photographes immortalisaient la famille, Anne était toujours absente, soi-disant malade ou au repos. Le public français savait que de Gaulle avait 2 fils qui serviraient plus tard avec distinction dans l'armée. Ils ignoraient l'existence d'un 3e enfant. Voici ce qui rend cette tromperie particulièrement déchirante. Des témoins décrivent le comportement de Gaulle envers Anne en privé comme extraordinairement tendre. Il passait des heures à jouer avec elle à des jeux simples, lui chantant les chansons enfantines qu'elle adorait, lui tenant la main lors de ses fréquentes crises. Un ami de la famille, parlant des décennies plus tard, se souvient avoir vu le général austère à genoux jouer à la poupée parce que cela faisait rire Anne. C'était le même homme qui refusait de reconnaître son existence auprès de ses propres alliés politiques. La solution familiale fut une maison de campagne dans les Leuls de Colombie, qui devint le monde d'Anne. Tandis que de Gaulle commandait la libération de la France, traitait avec Churchill et Roosevelt et naviguait dans les péripéties politiques de l'Europe d'après-guerre, Anne vivait isolée à la campagne avec sa mère et une petite équipe. On disait aux habitants qu'elle était fragile et avait besoin de l'air de la campagne. En réalité, elle était cachée d'un monde que son père tentait simultanément de diriger. L'ironie tragique s'accentue lorsqu'on examine les écrits de Gaulle de cette période. Il a abondamment écrit sur l'esprit français, sur le devoir de la civilisation de protéger les faibles et sur la supériorité morale de la culture française. Pourtant, ses propres actions trahirent tous les principes qu'il défendait. Tout en défendant publiquement une France incarnant les plus hauts idéaux de l'humanité, il participait en privé à la même dissimulation honteuse qui caractérisait les aristocrates qu'il critiquait. La santé d'Anne fut toujours fragile, aggravée par son état et les connaissances médicales limitées de l'époque. En janvier 1948, elle contracta une pneumonie. Alors qu'elle gisait mourante à l'âge de 20 ans, de Gaulle se retrouva face à un choix ultime, l'amour ou la honte. Il choisit la honte. Anne mourut chez elle, en présence de sa famille proche. Les funérailles furent privées, avec seulement une brève annonce mentionnant le décès de la fille du général, sans plus de détails. La plupart des Français qui ont appris l'existence d'Anne ont également appris sa mort au même moment. Mais c'est ici que l'histoire de Gaulle prend une tournure différente de nos autres exemples. Le chagrin semblait l'emporter sur sa honte. Quelques mois après la mort d'Anne, il a créé la Fondation et de Gaulle pour les enfants handicapés. Il a enfin reconnu publiquement ce qu'il avait caché pendant 20 ans. Il a écrit, « Sans Anne, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Elle m'a donné le courage et l'inspiration. » De belles paroles, mais elles sonnent creux quand on sait qu'elle a vécu et est morte dans l'ombre, car son père ne supportait pas le jugement public. La Fondation devint le monument de la culpabilité de Gaulle. Il y investit argent et influence, la faisant devenir l'une des principales institutions françaises pour les enfants handicapés. À son retour au pouvoir en 1958, il fit adopter une loi améliorant les droits des citoyens handicapés, droits dont sa propre fille n'avait jamais bénéficié.
L'homme qui ne pouvait pas pousser le fauteuil roulant d'Anne en public est devenu, en coulisses, le défenseur de milliers d'enfants comme elle. Les parallèles modernes rendent la situation encore plus inconfortable. Imaginez si le président Biden n'avait jamais mentionné un enfant handicapé, le cachant tout en faisant campagne sur la compassion et la décence. Le scandale allait définir son héritage. Pourtant, De Gaulle reste un héros français. Son traitement d'Anne est relégué aux notes de bas de page dans les biographies consacrées à ses réalisations politiques. Des lettres familiales récemment publiées montrent toute l'ampleur de la tromperie. De Gaulle a rédigé des instructions détaillées pour tenir Anne à l'écart des fonctions officielles, gérer les angles des photographes pour éviter sa fenêtre, et même prévoir des itinéraires séparés pour s'assurer qu'elle ne rencontre jamais ses associés politiques. Il ne s'agissait pas d'une dissimulation fortuite. Il s'agissait d'un effacement systématique de la part d'un homme qui avait planifié la libération de la France avec moins d'attention aux détails. Le journal d'Yvan Gaulle, publié à titre posthume, révèle une femme tiraillée entre le soutien à la carrière de son mari et la protection de la dignité de sa fille. Elle raconte qu'Anne demandait pourquoi elle ne pouvait pas assister au discours de son père, pourquoi ses frères apparaissaient dans les journaux et pas elle, pourquoi les visiteurs ne venaient jamais la voir. La réponse habituelle d'Yvonne, selon laquelle Anne était spéciale et avait besoin de protection, ne satisfaisait personne, et encore moins Anne elle-même, qui, malgré son handicap, comprenait qu'on la cachait. La fondation créée par De Gaulle a aidé des milliers d'enfants, mais elle reste un monument à l'hypocrisie. Chaque enfant qu'elle aide représente ce qu'Anne aurait pu être si elle avait été acceptée plutôt que dissimulée. De Gaulle a prouvé que même l'amour sincère ne pouvait surmonter la honte sociale, que même les héros pouvaient se montrer lâches face aux différences de leur propre famille. Les De Gaulle ont au moins réussi à garder Anne à la maison. Mais partout en Europe, un système plus sinistre était à l'œuvre, transformant les sanctuaires religieux en dépotoirs de la honte aristocratique. Les institutions religieuses européennes avaient un sombre objectif secondaire, dissimuler les embarras royaux et nobles derrière des murs sacrés. Ce que vous êtes sur le point de découvrir, c'est un réseau séculaire qui a transformé couvents et monastères en prisons de luxe pour aristocrates handicapés, le tout béni par l'Église et financé par la culpabilité familiale. Ce système était d'une simplicité éclatante et cynique. Une famille noble faisait un don substantiel à un ordre religieux, accompagné de son enfant handicapé, qui prononçait des vœux sacrés qu'il ne comprenait souvent pas. L'Église obtenait financement et terre. La famille se débarrassa de sa honte et l'enfant disparut derrière des murs que personne ne pouvait franchir sans autorisation ecclésiastique. Il s'agissait d'un trafic d'êtres humains déguisés en dévotion religieuse, qui se pratiqua ouvertement pendant plus de 500 ans. Laissez-moi vous brosser un tableau de son fonctionnement. En 1487, Isabelle de Habsbourg, née avec ce que les historiens considèrent comme un autisme sévère, fut appelée à la vie religieuse à l'âge de 7 ans. Sa vocation lui valut une dot de 40 000 francs florentins et 3 domaines en Basse-Autriche. Son entrée au couvent de Sainte-Clara fut célébrée comme un événement sacré, mais la vérité était bien plus sombre. Isabelle ne pouvait pas parler, ne montrait aucune compréhension de la doctrine religieuse et passait ses journées à se balancer dans des mouvements répétitifs que les religieuses interprétaient comme une extase spirituelle. Elle y vécut 67 ans. Sa famille lui rendit visite exactement 2 fois, une fois pour effectuer un nouveau versement, une autre fois pour confirmer qu'elle était toujours en vie en vue d'un héritage. La pratique devint si standardisée qu'à la Renaissance, certains monastères furent reconnus comme des dépositaires des erreurs de noblesse. Le monastère bénédictin de Melk en Autriche, les Chartreuses en France et certains couvents en Espagne devinrent des institutions spécialisées où les nobles handicapés étaient parqués sous couvert de vie religieuse. L'Église développa des justifications théologiques affirmant que ces enfants étaient bénis par Dieu d'une sainte simplicité et que leurs familles accomplissaient des actes de charité en les consacrant à la vie religieuse. Voici ce qui rend cette situation particulièrement troublante. Il ne s'agissait pas de vocation religieuse classique. L'entrée normale dans la vie religieuse nécessitait des années d'études et des choix éclairés. Les nobles handicapés étaient souvent placés avant même de savoir parler, prononçant des vœux qu'ils ne comprenaient pas, liés à vie à des institutions qu'ils n'avaient jamais choisies. L'Église créa des catégories particulières, les oblats, ou enfants perpétuels de Dieu,
qui lui permirent d'accueillir ces recrues réticentes tout en préservant la fiction d'un engagement religieux volontaire. Les incitations financières étaient considérables. Le monastère de San Lorenzo, en Espagne, enregistra l'accueil d'enfants handicapés d'au moins 12 familles nobles entre 1520 et 1750, chacun accompagné de dons permettant la construction de nouvelles ailes, le financement d'œuvres d'art et la création de fiducies perpétuelles. Une entrée de 1623 relate l'arrivée de Don Carlos. Touché par Dieu d'une simplicité sacrée, dont la générosité familiale garantira des prières pour leur lignée à perpétuité. Traduction, un enfant handicapé dont les parents ont payé pour le faire disparaître. Mais la véritable horreur résidait dans la réalité quotidienne de ces moines et nonnes malgré eux. Contrairement aux véritables religieux qui trouvaient un sens à leur vocation, les nobles handicapés vivaient dans la confusion et l'isolement. Les archives de l'abbaye de Clounay décrivent le frère Philippe, en réalité Philippe Dubon, fils d'un duc, qui passa 40 ans à demander quand ses parents viendraient lui rendre visite. Ne comprenant pas qu'il avait été abandonné, les moines reçurent l'ordre de lui dire que sa famille était en voyage ou à la guerre. Des mensonges qui ont perduré pendant 4 décennies, jusqu'à sa mort. Le système avait une portée internationale. Les nobles italiens envoyaient leurs enfants dans des monastères français. Les aristocrates espagnols fréquentaient les couvents portugais, créant une distance qui rendait les visites familiales impossibles et les découvertes improbables. L'Église facilitait ces transferts grâce à des dispenses papales spéciales permettant aux nobles handicapés de franchir les frontières territoriales normales. Il s'agissait d'un trafic d'êtres humains approuvé par l'Église, justifié par la volonté divine. Certains ordres religieux se spécialisaient dans ce commerce obscur. Les Sœurs de la Clôture Perpétuelle en Bavière ont bâti toute leur économie sur l'hébergement des nobles handicapés, construisant des ailes spéciales avec des murs plus hauts et des portes verrouillées, des caractéristiques inutiles pour les religieuses volontaires, mais essentielles pour les aristocrates désemparés qui pourraient tenter de partir. Leurs livres de comptes, découverts lors de perquisitions de sécularisation, font état de facturations détaillées pour des soins spéciaux, incluant des contentions physiques et des cellules d'isolement présentées comme des chambres de recueillement. C'est là que les parallèles modernes deviennent véritablement effrayants. Imaginez si les familles aisées d'aujourd'hui pouvaient payer des églises géantes pour accueillir leurs enfants handicapés, sous prétexte de développement spirituel, tout en s'assurant de ne plus jamais les revoir. L'indignation serait immédiate. Pourtant, ce système a fonctionné ouvertement pendant des siècles, béni par les papes et financé par les mêmes familles qui mécènent l'art de la Renaissance et prétendent incarner la vertu chrétienne. Le témoignage qui a survécu est déchirant. Une lettre de sœur Maria Benedetta, sortie clandestinement d'un couvent italien en 1743, décrit sa confusion d'avoir été forcée de prononcer ses vœux à l'âge de 8 ans, alors qu'elle ne savait ni lire ni comprendre le latin. Elle a passé 30 ans à croire que son placement était temporaire, que sa famille reviendrait à la fin de la guerre. Il n'y avait pas de guerre. Sa famille avait payé pour des soins permanents et n'avait plus l'intention de la revoir. La pratique a évolué, mais n'a jamais vraiment disparu. Au XIXe siècle, avec l'émergence des institutions médicales, le système s'est déplacé des monastères vers les asiles religieux. Les Sœurs de la Charité, les Frères de la Miséricorde et divers ordres catholiques ont créé des hôpitaux qui représentaient essentiellement le même système, avec un vocabulaire médical identique. Les nobles handicapés étaient désormais des patients plutôt que des oblats. Mais l'essentiel de la transaction demeurait. Les familles payaient, les enfants disparaissaient et les institutions religieuses tiraient profit de l'élimination des êtres humains. L'un des éléments les plus accablants provient de la publication des archives du Vatican de 1923, qui contenait une correspondance relative à des vocations irrégulières. Le cardinal Benelli écrivait au pape Pie XI pour lui faire part de ses inquiétudes quant au fait que certains couvents espagnols abritaient des personnes appelées par leur famille plutôt que par Dieu. Le pape a donné des instructions pour que les dons soient dûment documentés et que l'accompagnement pastoral soit assuré pour ces cas particuliers. Même le Vatican connaissait et autorisait cette pratique. La guerre civile espagnole a révélé certains de ces arrangements lorsque les forces républicaines ont ouvert des couvents et découvert des nobles cachés depuis des décennies.
Un récit raconte la découverte de Donna Isabella Dilva, placée dans un couvent à l'âge de 5 ans pour épilepsie, aujourd'hui âgée de 60 ans, et ayant passé toute sa vie à se croire orpheline, tandis que sa famille vivait dans un palais à 20 mètres de là. Elle avait hérité de titres et de fortunes dont elle ignorait l'existence. L'histoire de la famille qui l'avait abandonnée était peut-être plus choquante encore, cette pratique était encore récente. Des enquêtes menées dans l'Espagne franquiste ont révélé que des familles nobles utilisaient encore les couvents pour cacher des enfants handicapés jusque dans les années 1960. Le couvent du Sacré-Cœur de Siguaya a hébergé Maria Teresa de Boron, une parente éloignée de la famille royale espagnole, de 1943 jusqu'à sa mort en 1978. Officiellement, elle avait une vocation religieuse. En réalité, elle souffrait de graves troubles du développement, et sa famille versait au couvent une somme annuelle dépassant les revenus de la plupart des Espagnols. La complicité de l'Église allait au-delà du simple logement. Elle élabora des justifications théologiques élaborées, affirmant que les nobles handicapés étaient des âmes souffrantes dont la présence bénissait l'institution. Ils ont développé des rituels et des prières spécialement pour ces religieux réticents, créant un cadre spirituel qui masquait l'abandon en sainteté. Les enfants handicapés n'étaient pas cachés. Ils étaient choisis par Dieu pour une grâce particulière. Ils n'étaient pas abandonnés. Ils recevaient le don de la prière perpétuelle. Lorsque les mouvements de sécularisation ont finalement ouvert nombre de ces institutions, les enquêteurs ont découvert des générations de nobles handicapés qui avaient vécu toute leur vie dans des vêtements religieux qu'ils n'avaient jamais choisis. Certains avaient cru pendant des décennies avoir une vocation, car on leur avait dit dès l'enfance que Dieu les avait appelés. D'autres vivaient dans la confusion, demandant chaque jour quand leur famille leur rendrait visite, quand ils pourraient rentrer chez eux, pourquoi ils devaient porter des habits et suivre des règles qu'ils ne comprenaient pas. Il ne s'agissait pas de décisions familiales isolées. C'était systématique, et le corps médical s'est rendu complice d'une manière qui ferait reculer d'horreur les comités d'éthique médicale modernes. Le plus effrayant, c'est que des professionnels de santé, ayant juré de ne pas nuire, ont activement participé à l'effacement de ces enfants. Les médecins de toute l'Europe n'ont pas seulement permis aux familles royales de cacher leurs enfants handicapés. Ils ont créé le cadre médical qui la justifiait, en ont tiré profit et, dans de nombreux cas, ont accéléré des décès par une négligence déguisée en traitement. Le docteur Francis Fox, médecin-chef du Royal Herald Hospital, est devenu l'architecte de l'Eurasia aristocratique. Entre 1870 et 1918, il a personnellement signé les actes d'internement d'au moins 200 enfants nobles, élaborant un système de classification transformant les êtres humains en catégories à éliminer. Son échelle de déficience mentale incluait des codes spécifiques pour les patients aristocratiques, garantissant leur séparation des personnes handicapées ordinaires susceptibles de les reconnaître. Fox ne se contentait pas d'héberger ses enfants. Il créait des justifications médicales à l'abandon de leur famille. Il écrivait dans un rapport que la séparation d'avec la famille avait pour double objectif de protéger la réputation de la lignée et de prévenir les troubles émotionnels chez les personnes atteintes. Le vocabulaire médical développé par ces médecins était spécifiquement conçu pour déshumaniser tout en paraissant scientifique. Les enfants n'étaient pas abandonnés. Ils étaient isolés thérapeutiquement. Ils n'étaient pas emprisonnés. Ils étaient placés en institution. Ils n'étaient pas négligés. Ils bénéficiaient d'une stimulation minimale. Chaque pratique cruelle avait un terme médical qui la faisait ressembler à un traitement plutôt qu'à de la torture. Lorsque les familles s'interrogeaient sur leurs enfants cachés, les médecins pouvaient répondre avec un jargon médical qui masquait la réalité des journées vides et des morts solitaires. Mais Fox n'était qu'un début. Partout en Europe, un réseau de médecins spécialisés dans la disparition des problèmes aristocratiques s'est formé. Le docteur Heinrich Müller en Bavière, le docteur Jean-Baptiste Chacot en France, le docteur Alessandro Morselli en Italie. Ces hommes ont bâti leur carrière en offrant une couverture médicale à des familles honteuses. Ils ont participé à des conférences, publié des articles et créé une spécialité médicale à part entière autour de la dissimulation des nobles handicapés. Leurs correspondants, découverts dans diverses archives médicales, révèlent une coordination effrayante. Ils partageaient des techniques pour falsifier les certificats de décès,
recommandait des cocktails médicamenteux spécifiques pour maintenir la santé des patients et élaborait des réponses standardisées pour détourner les questions des proches ou des journalistes curieux. La falsification des certificats de décès est devenue un article. Docteur. Les notes personnelles de Müller, découvertes après sa mort, comprenaient des modèles pour divers scénarios. Un enfant trisomique pourrait officiellement mourir d'une malformation cardiaque congénitale. Techniquement possible, mais opportunément programmé au moment où la famille décidait de l'institutionnalisation. Les personnes autistes étaient déclarées décédées par retard de croissance, même admises dans des institutions où elles avaient vécu pendant des décennies. Le corps médical a créé une trace écrite des décès d'enfants pourtant bien vivants, abandonnés dans des institutions contrôlées par ces mêmes médecins. Voici ce qui rend cette situation particulièrement écœurante, ces médecins savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. Des lettres privées entre médecins évoquent l'éthique de leurs actes avec une désinvolture choquante. Le docteur Privé Chacot a écrit à un collègue en 1889. Le chapiteau insiste sur le fait que son fils est décédé mardi dernier. J'ai fourni les documents appropriés. Le garçon lui-même semble ignorer son statut posthume et continue de manger copieusement. Il plaisantait sur leurs patients fantômes, rivalisait pour savoir qui ferait disparaître les enfants les plus aristocratiques et facturait des fortunes pour leur discrétion. Les traitements expérimentaux subis par ces patients cachés violeraient tous les principes médicaux modernes. Parce qu'ils étaient officiellement morts et ne bénéficiaient d'aucune protection juridique, les médecins utilisaient des patients aristocratiques comme cobayes pour des procédures dangereuses. L'hydrothérapie, qui s'apparentait à du waterboarding, la stimulation électrique provoquant des convulsions, les interventions chirurgicales visant à corriger des malformations laissant des patients mutilés, toutes justifiées comme des traitements de pointe pour ceux qui n'avaient plus d'espoir. Docteur. Les registres de traitement de Fox, conservés à Royal Earlswood, détaillent les bains de glace, le gavage et les thérapies d'isolement infligées aux sœurs Bose, qui seraient aujourd'hui considérées comme de la torture. L'expérimentation pharmaceutique était tout aussi horrible. Ces médecins avaient un accès illimité aux patients qui ne pouvaient pas consentir et aux familles qui s'en fichaient. Les premiers médicaments psychiatriques furent testés sur des nobles cachés, à des dosages qui transformaient des enfants actifs en ombres endormis. Un rapport de 1934 décrit l'essai d'un nouveau sédatif sur le patient X, identifié plus tard comme un prince des Habsbourg, à des doses qui le maintinrent inconscient pendant des jours. Le médecin a souligné que cela était bénéfique pour la gestion institutionnelle, sans mentionner que le patient avait perdu la capacité de marcher en raison d'une atrophie musculaire. Les dossiers financiers révèlent les profits faramineux encourus. Le docteur Fox a facturé aux familles nobles 10 fois le tarif standard, avec des frais supplémentaires pour les services discrétionnaires. À sa mort, sa succession valait des millions de dollars, en monnaie actuelle, entièrement bâtie sur la souffrance des enfants qu'il a contribué à effacer. Des fortunes similaires se sont accumulées pour les médecins de toute l'Europe, spécialisés dans ce sombre commerce. Ils vivaient dans des demeures, collectionnaient des œuvres d'art et étaient des membres respectés de la société, tandis que leurs patients vivaient dans la misère, oubliés de tous, sauf du personnel rémunéré pour les soigner. Mais les preuves les plus accablantes proviennent peut-être de conférences médicales où ces pratiques étaient ouvertement discutées. Le Congrès international d'hygiène mentale de 1902 comprenait une séance sur la prise en charge des aristocrates déficients, où les médecins partageaient des techniques de dissimulation. Les communications présentées portaient notamment sur la sédation optimale pour les soins résidentiels de longue durée et sur les solutions documentaires pour les cas sensibles. Il ne s'agissait pas de praticiens marginaux. Ils étaient des chefs de file dans leur domaine, créant des cadres académiques pour la cruauté systématique. Lorsque les mouvements de réforme ont finalement commencé à enquêter sur les conditions institutionnelles, le corps médical s'est resserré. Des médecins qui avaient passé des décennies à cacher des enfants d'aristocrates ont soudainement découvert la confidentialité des patients à l'arrivée des enquêteurs. Les dossiers ont disparu. Les décès furent constatés à la hâte et les transferts vers des institutions encore plus éloignées s'accélérèrent. Le docteur Ritty Müller brûla ses archives personnelles lorsque les autorités ouvrirent une enquête, mais des documents fragmentaires survécurent, montrant qu'il avait falsifié au moins 47 certificats de décès d'enfants nobles encore en vie.
La conspiration médicale s'étendit à la formation des nouvelles générations. Les facultés de médecine proposaient des modules spécifiques sur la gestion des situations familiales délicates, apprenant aux jeunes médecins à reconnaître les souhaits familiaux de disparition d'un enfant et à faciliter cette démarche. Le Collège royal des médecins de Londres disposait d'un protocole tacite pour les admissions aristocratiques, contournant les procédures habituelles. On enseignait aux jeunes médecins que certains patients nécessitaient un code de conduite spécifique pour les nobles cachés qui devaient rester invisibles. C'est ici que le contexte moderne devient essentiel. Les comités d'éthique médicale actuels révoqueraient instantanément les licences de ces médecins pour les actes qu'ils commettaient régulièrement, falsification de certificats de décès, expérience sur des patients non consentants, acceptation de pots de vin pour cacher des enfants. Une seule infraction pouvait mettre fin à une carrière médicale. Pourtant, ces médecins étaient des membres honorés de leur profession, décorés de médailles, invités à la cour royale, même s'ils enfermaient des membres de leur famille royale dans leurs institutions. Les conséquences de cette révélation ont été minimes. Lorsque les journalistes ont révélé ces pratiques, les institutions médicales ont invoqué le contexte historique pour tout excuser. Le Collège royal des médecins a publié une déclaration concernant les normes de l'époque, sans reconnaître que ses membres avaient violé l'éthique médicale en vigueur à l'époque. Aucune censure n'a été émise. Aucune reconnaissance formelle de faute n'a été enregistrée. L'establishment médical, qui a permis des siècles des razzias, a tout simplement continué sa route, espérant que l'amnésie collective masquerait sa complicité. Des enquêtes récentes ont révélé que ce phénomène ne se limitait pas à l'Europe. Les administrateurs coloniaux ont exporté ces pratiques, créant des institutions en Inde, en Australie et en Afrique, où les problèmes aristocratiques pouvaient être dissimulés encore plus loin. Le Raj britannique comportait des structures spécialement destinées aux enfants nobles qui ne pouvaient être cachés en Angleterre. L'éloignement facilitait l'abandon. Les maladies tropicales fournissaient des explications pratiques au décès, et les systèmes médicaux coloniaux posaient moins de questions. Mais le chapitre le plus sombre fut peut-être réservé à ceux qui n'ont jamais dépassé l'enfance, dont l'érasie était si complète que nous ne découvrons que maintenant des preuves de leur existence. Pour certains enfants royaux, la décision était encore plus définitive. Ils n'apparurent tout simplement dans aucun registre. Ce que les fouilles archéologiques et les tests ADN révèlent aujourd'hui représente un infanticide systématique déguisé en nécessité médicale, volonté divine ou simple inexistence. La pratique médiévale était d'une simplicité effroyable. Lorsqu'un bébé royal ou noble naissait avec un handicap visible, les décisions étaient prises en quelques heures. Des sages-femmes, tenues au secret et grassement rémunérées pour leur silence, déclaraient que l'enfant était endormi ou trop faible pour survivre. Mais les témoignages de procès de sorcières et de poursuites contre des sages-femmes racontent une toute autre histoire. Marguerite Lasse, jugée en France en 1623, avoua lors de son interrogatoire avoir été payée par 3 familles nobles pour que des accouchements difficiles se déroulent dans le calme. Son témoignage décrit des nourrissons vivants déclarés morts, leurs cris étouffés tandis que les familles ont décidé de leur sort. Les preuves archéologiques confirment aujourd'hui ce que les historiens soupçonnaient depuis longtemps. Des fouilles menées près de palais royaux à travers l'Europe ont mis au jour des restes d'enfants dans des contextes inhabituels, enterrés hors des terres consacrées, dissimulés dans les fondations des palais, et disposés selon des méthodes qui suggèrent le secret plutôt que les pratiques funéraires habituelles. Les fouilles du château de Fonlot en 2018 ont permis de découvrir des restes d'enfants dans ce qui était autrefois une cave scellée. L'analyse osseuse suggère qu'au moins 12 nouveau-nés ont été enterrés sur 2 siècles. Des tests ADN ont confirmé la lignée royale, mais ces enfants n'apparaissent dans aucun registre généalogique. Les palais des Habsbourg ont été particulièrement révélateurs. Un géoradar au palais de Schonbrun a détecté des anomalies qui ont conduit à la découverte de ce que les archéologues appellent délicatement des sépultures irrégulières. Il ne s'agissait pas de décès infantiles classiques dus à une forte mortalité médiévale. Les schémas funéraires suggèrent une dissimulation, des restes ayant été découverts dans des endroits qui auraient été dissimulés même lorsque le palais était en activité. Une découverte déchirante fut celle d'un nourrisson enterré avec un petit hochet en or, suggérant que quelqu'un s'est suffisamment soucié de lui fournir une tombe, certes belle,
mais pas assez pour lui offrir une sépulture décente ou pour immortaliser son existence. Des propriétés royales espagnoles ont livré des découvertes tout aussi troublantes. Les travaux de rénovation de l'Alcázar de Sigüenza ont mis au jour une chambre secrète contenant plusieurs restes d'enfants, tous présentant des signes de malformation congénitale visibles à la naissance. La datation au radiocarbone a permis de les situer sur 3 siècles, suggérant qu'il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'une pratique établie. Ces ossements racontent des histoires que les archives historiques ont tenté d'effacer. Enfants atteints de spobifida, d'hydrophilie, de dysplasie squelettique, autant de pathologies qui les auraient rendus inaptes à la lignée royale. Mais ce sont les quasi-accidents documentés qui révèlent véritablement l'ampleur du problème. Les papiers privés du docteur Johann Stiedel, l'obstétricien de Marie Antoinette, décrivent l'accouchement d'un enfant royal en 1779, atteint d'une fente palatine. Ces notes détaillent les heures de débat. Le bébé était en bonne santé par ailleurs et aurait pu survivre avec des soins, mais sa malformation visible était synonyme de honte sociale. Stiedel rapporte l'ordre de laisser la nature suivre son cours. Code médical pour le refus de soins de base jusqu'à la mort du nourrisson. Il note que l'enfant a vécu 3 jours sans téter avant de succomber, officiellement déclaré faible à la naissance, et a survécu brièvement. Le médecin de la famille impériale russe, le docteur Bodkin, a laissé des traces encore plus explicites. Son journal intime décrit au moins 4 nourrissons roms nés avec des handicaps entre 1850 et 1890, dont le développement a été retardé quelques jours après leur naissance. Mais les notes médicales détaillées de Bodkin racontent une histoire différente. Ces nourrissons étaient isolés de leur mère, privés d'alimentation régulière et on leur donnait de l'opium pour faciliter leur mort. Une notice décrit un bébé présentant des caractéristiques du syndrome de Down, en bonne santé à la naissance, mais décédé une semaine après avoir été placé dans une chambre froide et nourri uniquement à l'eau. Bodkin justifiait cette mesure par la volonté d'éviter de plus grandes souffrances. Mais ses propres notes montrent que le nourrisson était vigoureux à la naissance. Ce qui rend la situation encore plus terrifiante, c'est qu'il ne s'agissait pas de décisions désespérées de familles pauvres et sans ressources. Il s'agissait des familles les plus riches et les plus puissantes d'Europe, bénéficiant des meilleurs soins médicaux possibles. Ils auraient pu se permettre des infirmières privées, des installations spéciales et tout hébergement nécessaire. Le choix de laisser mourir ces nourrissons était purement une question de pureté de sang et de statut social. Un bébé qui aurait pu vivre pleinement avec un soutien minimal était condamné, car son existence menaçait le prestige dynastique. La complicité religieuse ajoute une couche d'horreur supplémentaire. Les prêtres et les aumôniers, qui auraient dû protéger des vies innocentes, ont plutôt fourni une couverture théologique. Ils ont élaboré des doctrines sur le retour des anges au ciel et sur des âmes trop pures pour l'existence terrestre, justifiant l'infanticide comme une volonté divine. Les registres de baptême des chapelles royales révèlent des tendances suspectes, lacunes dans la numérotation, entrées raturées, naissances enregistrées puis mystérieusement absentes des registres de décès. L'Église qui prêchait le caractère sacré de la vie a participé à son abolition lorsque les lignées étaient en jeu. Certaines preuves proviennent de sources inattendues. Les livres de comptes de la garde-robe, les relevés détaillés des dépenses de la maison royale ont parfois révélé des incohérences. Des commandes de meubles de chambre d'enfants n'ont jamais été utilisées. Des nourrices étaient embauchées puis licenciées en quelques jours. Les médecins payaient pour une discrétion absolue dans les affaires délicates. Ces miettes financières mènent à des conclusions que les archives officielles tentaient de dissimuler. Une entrée particulièrement accablante des comptes royaux anglais de 1687 fait état d'un paiement pour l'élimination d'objets ménagers nécessitant un traitement particulier immédiatement après une naissance n'ayant donné lieu à aucun enfant enregistré. Les registres de la Guilde des sages-femmes offrent un autre aperçu de ces pratiques. Les règlements de la Guilde de diverses villes européennes prévoient des dispositions pour gérer les situations difficiles dans les maisons nobles, avec des honoraires standardisés pour différents niveaux de discrétion. La charte de la Guilde des sages-femmes de Prague de 1580 inclut en effet un barème d'honoraires, un accouchement standard, un accouchement avec complications et des services, par euphémisme, complets, incluant toutes les dispositions nécessaires.
Cette dernière catégorie coûtait 20 fois le tarif standard, ce qui suggère des services bien plus. Au-delà de l'assistance à l'accouchement normal. L'analyse ADN moderne a confirmé les hypothèses archéologiques. Des restes retrouvés près de sites royaux présentent des marqueurs génétiques compatibles avec des pathologies immédiatement visibles à la naissance. Syndrome de Down, spinoapida sévère, achondroplasie. Ces enfants ne sont pas morts naturellement et n'ont pas été enterrés officiellement. Pourtant, leur ADN confirme leur étroite parenté avec la lignée royale. Chaque minuscule squelette représente la décision d'effacer une vie plutôt que de reconnaître un héritier imparfait. Mais la preuve la plus effrayante provient peut-être de registres de succession qui ne concordent pas. Plusieurs généalogies royales révèlent des tendances suspectes. De longs intervalles de plusieurs années entre les naissances, à une époque où les grossesses annuelles étaient monnaie courante. Des références à des grossesses sans naissance officielle sont également mentionnées. Des mentions occasionnelles de mères pleurant des enfants qui n'ont officiellement jamais existé. Les archives des Habsbourg sont particulièrement révélatrices, au moins 15 grossesses documentées entre 1500 et 1700 n'ont abouti à aucune naissance officielle malgré des accouchements à terme. Des enquêtes récentes ont également mis au jour des installations spécialement conçues à cet effet. La découverte d'une pièce secrète à Versailles lors de travaux de rénovation a révélé ce que les historiens pensent être une chambre de rétention pour les nourrissons royaux non désirés. Trop petite pour une habitation normale, mais équipée du nécessaire, située à proximité des chambres d'accouchement royales, mais dissimulée derrière de faux murs, elle semble conçue pour une dissimulation temporaire. Des espaces similaires ont été découverts dans d'autres palais, suggérant une caractéristique architecturale standard pour gérer les déceptions dynastiques. Ces révélations imposent des bilans difficiles. Les musées exposant des arbres généalogiques royaux sont contraints de reconnaître la disparition des enfants. Les bases de données ADN révèlent des maladies génétiques dans les lignées royales qui auraient dû produire davantage d'individus atteints que ne le montrent les registres officiels. L'impossibilité mathématique d'avoir si peu de membres de la famille royale handicapés, alors que les analyses génétiques révèlent des taux élevés de porteurs, prouve une hérésie systématique. Cette pratique s'est étendue au-delà des familles royales immédiates. Les maisons nobles de toute l'Europe ont adopté des pratiques similaires, créant une conspiration d'infanticide à l'échelle du continent au sein de l'élite. Les archives des Médicis font référence à des médecins spécialisés dans la garantie de successions irréprochables. Les règlements de la noblesse prussienne codifiaient les cas où un héritier pouvait être écarté s'il était né avec certaines pathologies. Ce qui n'était au départ que de honteux secrets de famille est devenu une pratique institutionnalisée, avec des cadres juridiques et des protocoles médicaux. Il ne s'agissait pas de tragédies familiales isolées ni de décisions désespérées prises en temps de crise. Il s'agissait d'une élimination systématique d'enfants jugés génétiquement inférieurs par des familles qui prêchaient le droit divin tout en jouant à Dieu avec des vies innocentes. Chaque tombe anonyme représente non seulement un décès, mais une hérésie complète. Un enfant conçu, grandi, né, respiré, puis disparu comme s'il n'avait jamais existé, car son existence menaçait l'image de perfection de sa famille. Ces pratiques n'ont pas disparu avec le Moyen Âge. Elles ont évolué et perduré jusqu'à nos jours, attendant que des journalistes courageux révèlent ce que les familles royales pensaient devoir rester enfouies à jamais. Les années 1980 ont vu une collision entre la honte ancestrale et le journalisme moderne. Et la vérité s'est avérée plus horrible qu'on ne l'imaginait. Ce qui avait commencé comme des enquêtes de routine sur les soins en institution a révélé une conspiration systématique qui perdure encore aujourd'hui, avec des victimes vivantes toujours cachées dans des établissements à travers l'Europe. La première faille dans cette façade est apparue en 1987, lorsque la journaliste Valérie Pitt enquêtait sur les conditions de vie à l'hôpital Royal Earlwood. Elle remarqua deux femmes âgées qui manifestaient un intérêt inhabituel chaque fois que la famille royale apparaissait à la télévision, pointant l'écran du doigt et émettant des cris d'excitation. La plupart du personnel attribua cela à un comportement typique des patients. Mais une infirmière, troublée par sa conscience après des décennies de silence, prit Pitt à part. « Ce sont les nièces de la reine-mère », murmura-t-elle. Elles étaient censées être mortes. Cette seule révélation lança une enquête qui allait ébranler l'establishment britannique. Pitt recoupa les dossiers hospitaliers avec le Burke Esperidge,
le registre officiel de la noblesse britannique. Ce qu'elle trouva défia toute croyance. Nerissa et Catherine Bowes-Lyon, décédées respectivement en 1940 et 1960, étaient bien vivantes en 1987, abandonnées dans une institution à quelques kilomètres de leur propriété familiale. L'histoire qui suivit dans la presse britannique créa un scandale qui aurait détruit n'importe quelle famille normale. Mais la famille royale n'était pas normale, et sa réaction le prouva. La première réaction du palais fut le déni. Tellement effronté qu'il insulta l'intelligence publique. Un porte-parole a affirmé que la famille royale ignorait tout de la survie de la sœur, malgré des documents attestant d'une communication régulière entre l'hôpital et les avocats de la famille concernant les modalités de paiement. Pressés de questions, ils ont prétendu qu'il s'agissait d'une affaire familiale sans rapport avec la reine, ignorant qu'il s'agissait de ses cousins germains, de grands-parents communs, de parents consanguins dissimulés tandis qu'elle projetait une image de valeur familiale. Mais l'enquête de Pitt n'était qu'un début. Ces révélations ont déclenché ce que les journalistes ont appelé l'effet domino. Soudain, des employés d'institutions à travers l'Europe ont commencé à s'exprimer. En Espagne, une infirmière du sanctuaire de Notre-Dame de Montserrat a révélé que 4 pensionnaires étaient en réalité des membres de familles nobles cachés là depuis les années 1940. En Autriche, le personnel d'un établissement psychiatrique près de Salzbourg a confirmé qu'il abritait ce qu'il appelait le pavillon aristocratique, une aile entière réservée aux nobles qui n'existait officiellement pas. Les révélations espagnoles ont été particulièrement choquantes car elles concernaient le gouvernement démocratique post-franquiste. En 2003, le journaliste d'investigation Carlos Montero a découvert que l'État espagnol finançait les soins d'aristocrates handicapés officiellement décédés, certains depuis plus de 40 ans. Son enquête a révélé l'existence d'une ligne budgétaire secrète au ministère de la Santé, spécifiquement affectée à des obligations historiques, un code pour l'entretien des proches cachés des familles nobles espagnoles. Lorsque Montero a publié ses conclusions, 3 responsables gouvernementaux ont démissionné plutôt que d'expliquer pourquoi l'Espagne démocratique continuait de dissimuler les secrets de l'ère franquiste. Les tests ADN, de plus en plus répandus, ont ajouté une dimension supplémentaire à ces révélations. Les familles qui avaient affirmé la mort de leurs proches se sont soudainement retrouvées confrontées à la preuve scientifique de leurs mensonges. Dans un cas particulièrement dramatique, l'ADN a permis de prouver qu'une femme, hébergée dans une institution belge, était la fille d'un aristocrate éminent qui avait organisé ses funérailles en 1962. La fille décédée avait passé 41 ans à se croire orpheline, tandis que son père siégeait au Parlement et apparaissait régulièrement dans les journaux mondains. Les révélations allemandes sont venues d'une source inattendue, la chute du mur de Berlin. Il s'est avéré que les services de renseignement est-allemands avaient largement documenté les familles nobles ouest-allemandes cachant des membres de leur famille dans des institutions. Les dossiers Starizy, ouverts après la réunification, contenaient des rapports de surveillance sur des lieux où des aristocrates déposaient leurs enfants disparus. L'un d'eux faisait état d'un comte qui rendit visite à son fils décédé tous les mois pendant 30 ans, toujours sous un faux nom, et veillant systématiquement à ne pas prendre de photos. Les Allemands de l'Est avaient prévu d'utiliser ces informations à des fins de chantage, mais ne l'ont jamais fait. Même eux trouvaient cela trop cruel pour en faire une arme. Voici ce qui rend ces révélations modernes particulièrement troublantes. Il ne s'agissait pas de découvertes historiques sur des pratiques passées, mais de découvertes contemporaines sur une dissimulation persistante. Les journalistes ne découvraient pas des secrets vieux de plusieurs siècles, mais des complots actifs. En 1987, lorsque l'affaire du Lion de Bowes a éclaté, on comptait au moins 20 autres aristocrates cachés dans les seules institutions britanniques. Partout en Europe, des enquêteurs estimaient que des centaines de nobles vivaient dans des maisons de retraite tandis que leurs familles maintenaient leur décès. Les implications juridiques étaient stupéfiantes. Nombre de ces proches cachés possédaient des droits d'héritage dont ils ignoraient l'existence, des titres transmis à d'autres membres de la famille et des fortunes gérées par ceux-là même qui les avaient déclarés morts. Les tribunaux italiens ont été confrontés à des cas particulièrement complexes où des nobles décédés ont été retrouvés vivants après le partage de leurs biens supposés. Dans un cas, une femme, découverte dans une institution romaine en 2005, avait légalement droit à des biens valant des millions dont ses frères et sœurs avaient hérité après sa mort en 1959. La réaction du public a considérablement varié selon les pays.
En Grande-Bretagne, le scandale fut traité comme une honte royale, mais vite occulté par d'autres nouvelles. Les Français, se souvenant peut-être de la fille cachée de la Gaule, manifestèrent davantage de compassion envers les familles prises entre amour et honte. Mais en Scandinavie, où les droits des personnes handicapées étaient plus avancés, ces révélations déclenchèrent une profonde introspection quant à la manière dont les sociétés progressistes avaient permis à de telles pratiques de perdurer. Certaines familles, une fois exposées, redoublèrent de cruauté. Lorsque des journalistes ont découvert le fils du marquis de Besançon dans une institution écossaise en 1991, après y avoir été caché depuis 1954, la réponse de la famille a été de menacer de poursuites judiciaires le journal pour atteinte à la vie privée. Ils n'ont jamais rendu visite à leur fils, décédé 2 ans plus tard, croyant encore que sa famille finirait par venir le chercher. Le marquis a assisté aux funérailles, la première fois qu'il revoyait son fils depuis 37 ans. D'autres familles ont tenté de limiter les dégâts par des manifestations soudaines d'attention. Après la découverte de la fille cachée d'un noble hollandais en 1994, il l'a immédiatement transférée dans un établissement de soins de luxe et a commencé à lui rendre visite régulièrement, en présence de photographes. Ces retrouvailles théâtrales n'ont trompé personne. Des décennies d'abandon n'ont pas pu être effacées par quelques photos mises en scène et des cadeaux d'anniversaire tardifs. Les journalistes qui ont révélé ces faits ont subi une pression extraordinaire. Valérie Pitt a reçu des menaces de mort et des mises en demeure. Carlos Montero a été mis sur écoute et ses déplacements surveillés. Un journaliste allemand enquêtant sur des familles nobles bavaroises a découvert que sa voiture avait été vandalisée et que ses enfants étaient suivis à l'école. Le message était clair, révéler ses secrets avait un prix. Pourtant, ils ont persisté, poussés par l'horreur de ce qu'ils avaient découvert et par la conscience que des personnes vivantes souffraient encore dans des institutions secrètes. Ces enquêtes ont révélé une tendance si constante qu'elles suggéraient une coordination. Les mêmes méthodes sont apparues dans différents pays, faux certificats de décès, institutions isolées, personnel médical complice et familles estimant que leur honte justifiait toute cruauté. Que ce soit en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne ou en Italie, la stratégie était identique. Ce n'était pas une coïncidence. Il s'agissait d'une pratique systématique transmise de génération en génération par des familles aristocratiques qui privilégiaient la pureté du sang aux valeurs humaines. La technologie qui a permis ces révélations aux tests ADN, base de données informatiques, journalisme d'investigation a également révélé que ces pratiques perduraient encore récemment. Il ne s'agissait pas de barbarie médiévale, mais de cruauté moderne. Des enfants cachés dans les années 1960 et 1970 ont été découverts à l'ère d'Internet. Des familles apparues à la télévision pour promouvoir des œuvres caritatives cachaient simultanément leurs propres proches handicapés. L'hypocrisie était stupéfiante par son ampleur et dévastatrice par son coût humain. La science moderne révèle l'ironie suprême. Ces membres de la famille royale déficients ne différaient de leurs cousins couronnés que par un détail microscopique. Une différence qui ne signifierait rien aujourd'hui, mais qui était essentielle pour les familles obsédées par la perfection génétique. La science moderne révèle l'ironie suprême. Ces membres de la famille royale déficients ne différaient de leurs cousins couronnés que par un détail microscopique. Un seul chromosome supplémentaire, une variation génétique mineure, une anomalie biologique plus petite qu'un grain de poussière, déterminait si un enfant royal porterait une couronne ou mourrait oublié dans une institution. Le syndrome de Down, la maladie qui a condamné tant d'enfants royaux à l'érasie, est causée par une copie supplémentaire du chromosome 21. Un seul brin supplémentaire parmi les 46 qui font de nous des êtres humains. Cela représente environ 2% de matériel génétique supplémentaire. Une différence si infime qu'elle est invisible sans test sophistiqué. Pourtant, cette variation microscopique a suffi à transformer une naissance royale célébrée en secret de famille, à transformer un héritier potentiel en fantôme, à faire trembler de honte des parents qui commandaient des nations. La science rend cette cruauté encore plus absurde. L'analyse génétique des lignées royales révèle qu'elles étaient porteuses de nombreuses maladies héréditaires, acceptées parce qu'invisibles. La mâchoire des Habsbourg, fruit de siècles de consanguinité, était fièrement arborée sur les portraits. L'hémophilie, maladie royale qui menaçait la vie des héritiers mâles dans toute l'Europe,
était gérée avec soin et attention. La porphyria, qui a peut-être causé la folie de George III, n'a pas entraîné son hérésie. Mais les handicaps visibles, ces conditions impossibles à dissimuler sous les robes royales ou à justifier par une excentricité, ont entraîné un abandon systématique. Voici ce qui rend la situation particulièrement tordue. Les familles royales obsédées par la pureté de leur lignée étaient des catastrophes génétiques en devenir. Les Habsbourg espagnols se sont consanguins jusqu'à l'extinction, Charles II étant génétiquement si affaibli qu'il pouvait à peine fonctionner. Pourtant, ils auraient caché un enfant trisomique, bien plus capable. Le prince Jean du Royaume-Uni, caché pour cause d'épilepsie, était, de l'avis général, intelligent et aimant, des qualités qui ne faisaient rien face à la stigmatisation du handicap visible. La recherche génétique moderne a révélé la fréquence de ces affections dans les lignées royales. Le taux de trisomie 21 augmente avec l'âge maternel, et les femmes de la famille royale ont souvent des enfants plus tard dans leur vie. Les analyses statistiques suggèrent que le nombre de membres de la famille royale nés avec un handicap visible aurait dû être bien plus élevé que ne le montrent les registres officiels. Où sont-ils? Cachés dans des institutions, enterrés dans des tombes anonymes, effacés de l'histoire parce qu'un chromosome supplémentaire les rendait imparfaits aux yeux de leur famille. L'ironie amère s'accentue quand on considère la contribution que ces membres de la famille royale effacés ont pu apporter. Aujourd'hui, les personnes atteintes du syndrome de Down obtiennent un diplôme universitaire, occupent un emploi, se marient et mènent une vie épanouissante. Parmi les personnes autistes, comme la princesse Alexandrian, on compte probablement de brillants scientifiques, artistes et innovateurs. Les variations génétiques à l'origine de l'abandon royal sont désormais reconnues comme faisant partie de la diversité humaine. Chaque membre de la famille royale cachée représente non seulement une tragédie personnelle, mais aussi une perte pour l'histoire. Des perspectives ignorées, des contributions non réalisées, des vies non vécues. Une analyse ADN récente de restes humains retrouvés près des propriétés royales confirme les soupçons des historiens. La diversité génétique des lignées royales était systématiquement supprimée. Les analyses de restes d'enfants retrouvés sur divers sites palatiaux révèlent diverses maladies génétiques, trisomie 21, syndrome de Turner, syndrome de Klinefelter, diverses formes de nanisme. Chaque squelette raconte la même histoire. Un enfant n'est différent, effacé plutôt qu'embrassé. Les familles mêmes qui revendiquaient le droit divin de régner ne pouvaient accepter que la divinité puisse se présenter différemment. Mais la science révèle aussi les mensonges utilisés pour justifier l'abandon. Les médecins royaux affirmaient que ces enfants étaient incompatibles avec la vie ou incapables de comprendre leur environnement. Pourtant, les archives institutionnelles montrent que beaucoup ont vécu des décennies, certains jusqu'à plus de 80 ans. Ils prétendaient que les enfants ne reconnaîtraient pas leur famille, mais des témoins ont décrit des membres de la famille royale cachés, excités par l'apparition de leurs proches à la télévision. Toutes les justifications médicales de l'hérésie ont été réfutées par la science moderne, révélant que les abandons n'étaient que de purs préjugés sociaux déguisés en termes médicaux. Les tests génétiques ont également révélé les mensonges actuels. Plusieurs familles nobles européennes, qui maintenaient la pureté de leur lignée, ont été contraintes de se confronter aux preuves génétiques de parents cachés. Des bases de données ADN ont relié des personnes vivantes à un héritage aristocratique dont elles ignoraient l'existence. Des descendants de nobles, effacés de la mémoire, ont eu des enfants avant leur internement. Ces fantômes génétiques reprennent possession de leur héritage, obligeant les familles à reconnaître les branches qu'elles ont tenté d'élaguer de leur arbre généalogique. Voici une perspective déconcertante. Nombre des familles royales qui ont caché des parents handicapés sont probablement porteuses des mêmes variations génétiques. Les porteurs du syndrome de Down ne manifestent pas la maladie, mais peuvent la transmettre. Le même sang royal qui a siégé sur les trônes était porteur des mêmes pathologies qui ont conduit à l'abandon. Rois et reines, princes et princesses se promènent avec les mêmes gènes défectueux qui ont condamné leurs proches aux institutions. La seule différence résidait dans l'expression, une loterie génétique qui signifiait la couronne ou l'asile. Des personnes modernes qui ont réussi et qui présentent les mêmes pathologies rendent la cruauté historique encore plus flagrante. Des acteurs atteints du syndrome de Down remportent des prix et inspirent des millions de personnes.
Des athlètes autistes participent aux Jeux olympiques. Des artistes atteints de diverses maladies génétiques créent des œuvres qui touchent le monde. Chaque réussite nous rappelle ce que ces membres cachés de la famille royale auraient pu accomplir s'ils en avaient eu l'opportunité plutôt que d'être abandonnés. L'enfant espagnol caché dans un couvent aurait pu être un mécène. Le prince prussien enfermé dans une institution aurait pu être un stratège militaire. Nous ne le saurons jamais, car ils n'en ont jamais eu l'occasion. Le chromosome du destin s'étendait au-delà des simples conditions génétiques. L'épilepsie, désormais facilement traitée par des médicaments, était un motif d'hérésie royale. La paralysie cérébrale, qui n'affecte pas l'intelligence, signifiait l'abandon institutionnel, la surdité, la cécité, toute différence visible déclenchait la même réaction. Les familles royales qui commandaient des armées et négociaient des traités ne pouvaient pas gérer un enfant qui communiquait ou se déplaçait différemment. Le pouvoir de gouverner les nations s'est effondré face au défi d'accepter la différence. De récentes révélations ont soulevé des questions délicates sur la génétique royale actuelle. Lorsque les tests génétiques sont devenus disponibles, les familles royales ont-elles dépisté les pathologies qui ont conduit à l'abandon historique ? L'importance accordée par la famille royale britannique à la bonne éducation de Diana prend des implications plus sombres lorsqu'on comprend ce qu'elle cherchait à dépister. Les grossesses royales modernes sont surveillées grâce à une technologie capable de détecter les pathologies les plus importantes. Les conditions qui ont conduit à l'érasie. Que se passe-t-il maintenant si un fœtus royal présente ce chromosome supplémentaire ? La génétique a également révélé la futilité des tentatives royales de perfection. Chaque être humain est porteur de variations, de mutations et d'anomalies génétiques. L'idée de pureté génétique est scientifiquement absurde. Nous sommes tous mutants à divers égards. L'obsession royale pour des lignées parfaites était vouée à l'échec, mais elle a causé d'incommensurables souffrances. Des enfants sont morts, des familles ont été détruites et des vies ont été effacées dans la poursuite d'une norme impossible dont la science prouve l'inexistence. Nous voici donc au terme d'un voyage à travers des siècles de cruauté royale. Et vous ressentez probablement un mélange d'horreur, d'incrédulité, et peut-être même de gratitude de vivre à une époque plus éclairée. Mais avant de terminer cette vidéo en vous sentant supérieur à ces monstres historiques, laissez-moi vous laisser quelques réflexions qui pourraient vous occuper ce soir. Toutes les familles dont nous avons parlé étaient convaincues de faire le bon choix. Des professionnels de la santé leur avaient assuré que c'était le mieux pour l'enfant. Des chefs religieux leur fournissaient une justification spirituelle. La pression sociale leur disait que cacher leur handicap était un choix de compassion. Cela vous rappelle quelque chose ? Combien de pratiques modernes les générations futures jugeront elles aussi sévèrement que nous jugeons ces effaceurs royaux ? Les sœurs Lyons-Bose sont mortes au XXIe siècle. Catherine en 2014. Elle a vécu l'alunissage, la chute du mur de Berlin, l'essor d'Internet et l'avènement des réseaux sociaux. Tout cela alors que sa famille maintenait qu'elle était morte depuis 1940. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est hier. Les derniers membres de la famille royale cachée sont peut-être encore là, âgés maintenant, attendant toujours des familles qui ne viendront jamais. Ils regardent encore leurs proches sur les écrans alors que le monde croit qu'ils n'existent pas. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des gens comme nous qui ont laissé la honte prendre le pas sur l'amour. Qui ont privilégié la réputation aux relations, qui ont cru que la différence était synonyme de déficience. Chaque enfant abandonné a commencé comme une grossesse désirée, une naissance célébrée, un moment de joie royale qui a viré à l'horreur lorsque le bébé n'a pas répondu aux attentes. Le voyage de la crèche à l'institution, de l'ère aux fantômes, a commencé avec des gens ordinaires faisant des choix extraordinairement cruels. Ce qui me hante le plus, c'est le silence. Des centaines de personnes connaissaient ses secrets, médecins, infirmières, domestiques, fonctionnaires, et n'ont rien dit. Chaque jour, ils allaient travailler dans des institutions abritant des membres cachés de la famille royale, percevaient leur salaire et rentraient chez eux auprès de leurs enfants. La conspiration du silence a nécessité plus que des ordres royaux. Elle a exigé que des citoyens ordinaires choisissent la soumission plutôt que la conscience, chaque jour, pendant des décennies. Les tests ADN modernes et le journalisme d'investigation ont révélé ces secrets,
mais ils ne peuvent réparer les dégâts. Chaque cas révélé représente une vie volée, un potentiel détruit, un amour refusé. La noble espagnole morte en se croyant orpheline alors que sa famille vivait dans le luxe à proximité. Le prince autrichien qui a passé 50 ans à demander quand ses parents viendraient lui rendre visite. Les cousins britanniques qui ont reconnu leur famille à la télévision mais ne comprenaient pas pourquoi ils ne venaient jamais. Chaque histoire est un univers de douleur qu'aucune exposition ne peut guérir. Voici ce qui devrait vraiment vous perturber. Ces pratiques ont évolué plutôt que de disparaître. Nous ne cachons pas nos proches handicapés dans des institutions avec de faux certificats de décès, mais nous disposons de nouveaux moyens pour garantir que certaines personnes n'existent jamais. La même impulsion qui a poussé les membres de la famille royale à cacher leurs enfants handicapés, la terreur de l'imperfection, l'obsession de l'image, la priorité accordée à la lignée sur l'humanité trouve de nouvelles expressions à chaque génération. Les méthodes changent, mais les mentalités persistent. Alors, que faire de ce savoir? Rappelons-nous que chaque société se croit éclairée tout en commettant ses propres cruautés. Nous reconnaissons que la distance qui nous sépare de ces familles royales n'est pas aussi grande qu'on voudrait le croire. Nous comprenons que choisir l'amour plutôt que la honte, l'acceptation plutôt que l'abandon, la vérité plutôt que le mensonge, exige une décision active, et non une supposition passive. Les familles royales qui ont caché leurs enfants n'étaient pas intrinsèquement mauvaises. Elles étaient des êtres humains ordinaires, ce qui est peut-être la révélation la plus terrifiante de toutes. Si cette histoire vous a perturbé, tant mieux. Elle devrait l'être. Si cela vous a rendu furieux face à l'injustice, reconnaissant du progrès et inquiet de notre aveuglement, tant mieux. Les chapitres les plus sombres de l'histoire ne sont pas des avertissements contre un mal exceptionnel, mais des miroirs reflétant la capacité humaine ordinaire à la cruauté, alimentée par la honte et rendue possible par le silence. Partagez cette vidéo non pas pour son côté divertissant, même si l'histoire est sombre et fascinante, mais parce que ce souvenir de ces vies effacées est important. Chaque visionnage, chaque partage, chaque commentaire, je n'en savais rien, contribue à ce que ces membres de la famille royale, pourtant cachés, ne soient plus oubliés. Ils ont vécu, ils ont compté et méritent mieux que les familles qui étaient censées les aimer le plus. Commentez ci-dessous si vous avez déjà entendu parler de secrets de famille comparables à ces horreurs royales. Vous seriez surpris du nombre de familles ordinaires qui ont leurs propres parents cachés, leurs propres effaceurs honteux. Aimez et abonnez-vous pour plus d'enquêtes sur les vérités cachées de l'histoire, ces histoires que les puissants espéraient voir disparaître avec leurs victimes. N'oubliez pas que chaque mariage royal auquel vous assistez, chaque visite de palais que vous faites, chaque joyau de la couronne que vous admirez ont été financés par des familles capables d'effacer leurs propres enfants. Ce contexte est important. Ces membres de la famille royale cachés font aussi partie de l'histoire, que leur famille le veuille ou non. En attendant, voici Torture Archive, qui vous rappelle que les plus grandes horreurs de l'histoire se cachent souvent derrière ces plus belles façades. Restez curieux, restez critiques et ne cessez jamais de vous demander qui manque à l'histoire officielle.